Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Marc Longchamp, directeur de la Corporation de développement communautaire de Laval, ou CDC de Laval. C'est au nom de notre belle équipe et de la centaine d'organismes membres que je souhaite la bienvenue à ce débat municipal communautaire 2025. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette soirée d'échange démocratique qui, nous l'espérons, nourrira la réflexion collective autour d'enjeux essentiels pour l'avenir de notre ville et le bien-être de la population lavalloise. La CDC de Laval, c'est avant tout un mouvement, celui de plus d'une centaine d'organismes communautaires autonomes qui œuvrent jour après jour dans tous les quartiers et dans tous les champs d'activité. Ensemble, ils améliorent les conditions de vie, renforcent le lien social et contribuent à bâtir une communauté solidaire, participative et inclusive. Notre mission à la CDC, c'est de s'assurer que le mouvement populaire et communautaire prenne pleinement part au développement social et économique de Laval. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à noter une date importante. Le 19 novembre prochain, nous tiendrons la 2e édition de notre événement Reconnaissance parce que vous avez de Laval. Oui, de Laval à nos yeux, de la valeur à nos yeux. La valeur. Donc, ce sera une soirée pour célébrer votre engagement à vous toutes et tous, membres, citoyennes et citoyens, partenaires, élus et bailleurs de fonds. On vous y attend en grand nombre et vous avez vu le petit pamphlet qu'on vous aurait mis tantôt. Donc, revenons à ce soir. En amont des élections municipales, nous avons voulu offrir aux organismes membres, ainsi qu'aux citoyennes et citoyens qui les fréquentent, une occasion de mieux comprendre la politique municipale et de partager leurs préoccupations. Ce débat se veut donc un espace démocratique où, même si ce sont les candidats à la mairie qui prendront la parole, ce sont bien les Lavalloises et les Lavallois qui s'exprimeront à travers les questions inspirées de leur quotidien. Nous espérons que ce dialogue permettra aux candidats de présenter leur position, mais aussi à la population de prendre son pouvoir citoyen, de réfléchir et de voter selon ses aspirations pour la ville de ses rêves. Les 3 thèmes retenus ce soir touchent directement à la qualité de vie des Lavalloises et des Lavallois, le logement, la sécurité alimentaire et la santé mentale. Pour animer cette soirée, nous avons le privilège d'accueillir Mme Antonine Iaccarini, une communicatrice d'exception, reconnue pour sa rigueur, sa clarté et son sens du dialogue public. Forte de plus de 10 ans d'expérience sur la colline parlementaire de Québec, Antonine a occupé plusieurs fonctions stratégiques. Attachée de presse, directrice des communications et directrice adjointe de cabinet dans différents ministères et au sein de l'opposition. Son regard éclairé sur la vie publique, sa capacité à décoder les enjeux politiques et à faire dialoguer des points de vue divergents avec respect et intelligence font d'elle le choix idéal pour guider nos échanges de ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement Mme Antonine Iaccarini, animatrice du débat municipal communautaire 2025. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour assister à ce débat des candidats à la mairie de Laval. Donc, j'allais me présenter, mais Marc le fait de façon c'est beaucoup mieux quand on se fait présenter par quelqu'un d'autre. Généralement, on se fait vanter beaucoup plus que si on le faisait soi-même. Je dois dire que c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce soir. C'est le genre d'événement qui unit plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Évidemment, la politique, la démocratie, tellement important, mais aussi vous, les organismes communautaires. Je veux vraiment saluer votre travail qui est essentiel dans nos communautés, dans notre société. Sans vous, ça irait mal en Titi. Donc, je veux vraiment vous dire un beau merci. Et là, je vais être toute seule à vous applaudir, mais si vous pouvez m'accompagner. Merci pour votre travail. Donc, je vais inviter les candidats à venir me rejoindre dans un instant. Mais avant, je veux vous préciser comment ça a fonctionné pour les invitations pour les candidats à la mairie. Préciser que tous les candidats à la mairie ont été invités. Il n'y avait pas de balises ou personne qui voulait venir et qui n'a pas pu venir. C'est un débat qui était très ouvert. Excusez-moi, je vais finir par avoir le bon ajustement de micro. Voilà, je n'y touche plus. Je regarde la régie, ils me font des faces. Donc, ce débat qui vise à offrir aux citoyennes et citoyens de Laval une occasion de rencontre, d'échange et surtout
et je pense que c'est très important de bien comprendre les engagements de vos candidats sur ces 3 enjeux essentiels auxquels Marc faisait référence, le logement, la santé mentale et la sécurité alimentaire. Donc, je vais inviter les candidats à venir me rejoindre en ordre alphabétique. Stéphane Boyer, maire sortant et chef de mouvement Lavallois. Et Claude Larochelle, chef du Parti Laval et candidat à la mairie. Avant de vous laisser la parole, messieurs, je vais expliquer le déroulement du débat de ce soir. Donc, c'est pas très compliqué. Chaque candidat va d'abord disposer de 2 minutes 30 pour se présenter son parti, sa vision de manière globale. Le premier candidat à prendre la parole a été déterminé par un tirage au sort. Ce sera M. Larochelle qui va commencer le bal aujourd'hui. Ensuite, on a 9 questions à leur poser. Donc, c'est séparé en 3 thématiques, 3 questions par bloc. Ils auront chacun 2 minutes pour répondre. Ça a l'air court comme ça, 2 minutes, mais c'est amplement suffisant pour détailler vos propositions, vos idées pour ces thématiques qui nous occupent ce soir. À la fin de chaque bloc thématique, les candidats vont s'y disposer comme d'un petit droit de réplique, parce que ce soir, on a décidé de ne pas avoir de débat ouvert. On veut vraiment entendre les candidats. Chacun leur tour. Le but, c'est pas qu'il y ait de la bisbille et qu'on se parle l'un par-dessus l'autre, mais quand même un droit de réplique à la fin de chaque bloc. On a aussi accumulé dans les dernières semaines des questions du public, donc qu'on a reçues, qui leur seront posées par la suite. Même principe, pourront répondre chacun leur tour, et il y aura évidemment un droit de réplique à la fin. Si jamais on a entendu quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord chez notre adversaire, on pourra répondre. Alors, sans plus tarder, on va débuter les mots d'ouverture, et le tirage au sort a déterminé que c'était M. Larochelle en premier. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci, Mme Iaccarini. Merci à la CDC pour cette belle invitation de pouvoir vous parler. Alors, mon nom, vous devez le savoir déjà, Claude Larochelle. Je suis résident de Laval depuis 33 ans, plus de 33 ans maintenant, ingénieur civil de formation et conseiller municipal depuis 8 ans, leader de l'opposition au conseil municipal depuis 4 ans. Et vraiment, je veux vous saluer parce que vous êtes des acteurs et des actrices du bien-être dans notre ville. Vous pouvez changer les vies par vos actions dans chacun des coins de notre grande ville. Et vous passez votre temps à faire des miracles avec des ressources trop souvent limitées. Vous tenez vos organismes à bout de bras, vous multipliez les partenariats, vous jonglez avec des horaires, avec des budgets, et malgré tout, vous continuez à livrer des résultats. Et ça, vous faites ça à travers toutes sortes de difficultés. Et ce n'est pas toujours facile parce que souvent, vos employés vous quittent, les membres de votre CA bénévole, ils vous quittent ou ils ne viennent pas à vos réunions. Et ce n'est pas toujours prévisible pour vous. Pourtant, vous continuez de tenir le fort, puis vous faites ça avec brio, puis je vous en félicite. Les enjeux qu'on va discuter ce soir, c'est 3 enjeux vraiment importants. Le logement, la santé mentale et la sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement des enjeux politiques dont doivent s'occuper les gouvernements et votre gouvernement de proximité, votre ville. C'est des réalités humaines et c'est vraiment la fondation d'une ville qui est solidaire et inclusive. Pour Parti Laval, mon parti, ces dossiers, ce n'est pas des dossiers secondaires. C'est au cœur de notre vision pour Laval. Et parce qu'avant de parler de grands projets, il faut d'abord s'assurer que chaque Lavalloise et chaque Lavallois a un toit décent, de quoi se nourrir sainement et a accès à un soutien humain lorsqu'il traverse des moments difficiles. Alors, merci encore à la CDC pour cette belle tribune, pour ce moment de démocratie aussi, parce qu'on est là aussi pour parler de démocratie. Le fait qu'on puisse venir, M. le maire et moi, là, discuter avec vous, c'est un gros plus. Alors, ensemble, on veut un Laval qui est plus juste, plus humain, plus solidaire, tout simplement. Bonne soirée. Merci. Merci, M. Larochelle. M. Boyer, vous avez 2 minutes 30.
Merci, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me sens presque en famille. Il y a plusieurs d'entre nous qui se connaissons déjà. Avant la politique, là, plusieurs le savent, mais j'ai travaillé beaucoup dans le communautaire, entre autres avec le YMCA, où on trouvait des emplois d'été pour des jeunes dans plusieurs de nos organismes, la Maison Le Dauphin, le Relais communautaire, Café Marigot, bref, il y en a plein. Et moi, avant de m'intéresser à la politique, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup le développement international, le développement communautaire, voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions à nos défis de société, à nos enjeux qu'on vit collectivement. C'est toujours ce qui m'a motivé. Et, excusez, mon micro s'enfuit. Plusieurs connaissaient l'anecdote, je l'ai déjà racontée dans les médias, mais quand je me suis dit, OK, je veux m'impliquer dans ma ville avant d'aller m'impliquer à l'étranger, le tout premier conseil de ville auquel j'ai assisté, il y avait un citoyen qui venait poser une question à M. Vaillancourt à l'époque, puis qui demandait c'était quoi la stratégie de Ville de Laval pour le logement social, puis pour la lutte à la pauvreté. Puis M. Vaillancourt s'est levé, puis il avait quitté en disant « Continuez votre question, je vais aller aux toilettes ». Puis moi, ça a été la bougie d'allumage qui m'a invité, en fait, qui m'a incité à m'impliquer en politique municipale lavalloise chez moi, parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens d'avoir un maire qui ne se préoccupe pas de ces enjeux-là qui sont tellement fondamentaux. Alors, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour un débat qui est important. Merci à l'équipe de la CDC. Je sais que c'est beaucoup de logistique, beaucoup de travail, mais je pense que c'est important de pouvoir discuter de ces enjeux-là ce soir avec vous. Alors, bon débat à tous et à toutes et à mon collègue, M. Larochelle. Merci. Merci. Merci, M. Boyer. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. On en a déjà glissé un mot dans nos mots d'introduction à tout le monde. Le logement, c'est un enjeu qui est essentiel, auquel, évidemment, on doit s'intéresser pendant cette campagne municipale. Le concept de logement social, fondé sur la capacité réelle des ménages à payer un loyer sans compromettre leurs besoins essentiels, est proposé comme alternative aux critères actuels du logement dit abordable. Seriez-vous prêt à intégrer la notion de logement social dans la planification municipale? Et si oui, comment? M. Boyer, vous avez la parole pour 2 minutes pour commencer ce bloc thématique. Parfait, merci. Oui, puis peut-être d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être clarifier la différence entre abordable et social pour ceux et celles qui seraient peut-être moins familiers avec ce dossier-là. Donc, il y a d'une part le logement normal, traditionnel, c'est une entreprise privée qui le construit, qui va louer ses appartements ou ses condos à coût de construction plus profit. À l'autre extrémité, tu as le logement social, ce qui était beaucoup fait, donc du logement qui est subventionné par l'État québécois, l'État fédéral. Donc, il y a plusieurs programmes qui existent au fil des ans. Des fois, les gens payaient seulement 25% de leurs revenus, peu importe leurs revenus. Il y a eu plein de moutures au fil des années. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est largement subventionné, parfois jusqu'à 150 000, 200 000 $ par logement de subvention publique. Et là, entre deux, depuis quelques années, on parle de plus en plus de logement abordable. Le logement abordable, souvent, c'est un organisme qui va être peut-être moins subventionné, mais l'aide quand même un peu, ou même un organisme sans but lucratif qui ne reçoit pas de subvention, mais qui n'est pas là non plus pour faire du profit puis faire 7 % de rendement sur son investissement chaque année. Donc, ça lui permet d'avoir des loyers qui haussent moins rapidement et donc, dans le temps, d'être de plus en plus abordables. Donc, oui, pour répondre à la question, définitivement, le logement social traditionnel subventionné fait partie de notre stratégie à la Ville de Laval. Il y a plusieurs choses qu'on a mis de l'avant pour aider nos organismes. Premièrement, une banque de terrain. Un des défis, c'est que les organismes qui font du logement social, avant d'obtenir le go de Québec puis d'avoir l'argent, il fallait qu'ils trouvent un terrain. Puis quand ils trouvaient un terrain bien situé à bon prix, mais le vendeur n'était pas prêt d'attendre 1 an et demi, le temps que ça prenait pour avoir la subvention du gouvernement du Québec. Donc nous, la Ville, on est venu dire, parfait, on va acheter les terrains, on va les réserver pour les organismes le temps qu'ils montent leur projet. Parlant de monter le projet, avant même de pouvoir avoir une subvention de la part du gouvernement du Québec, il faut qu'ils engagent des architectes, il faut qu'ils produisent les premiers plans, les premières études. Donc, on vient de lancer cette année un fonds d'aide au démarrage pour les organismes qui font du logement social pour financer les premières étapes, pour se rendre au moment, jusqu'à l'étape de pouvoir déposer un dossier au gouvernement du Québec. On a aussi en fait, la Ville appuie tous les projets de logements sociaux qui nous sont soumis, soit par des dons en terrain, des subventions, des crédits de taxes. Alors, oui, ça fait partie de notre stratégie et on a des résultats, 1078 logements en construction, dont 68 % sont sociaux. Merci. Merci, M. Boyer. M. Larochelle. Merci. Alors, M. le maire a fait une distinction fondamentale et c'est l'objet de la question ici. Il faut vraiment distinguer logement social et logement abordable.
Alors, le logement abordable, parfois, même notre classe moyenne ou un couple travaille tous les deux, ils n'ont peut-être pas les moyens même d'avoir un logement abordable qui est à 10 en bas du prix du marché. C'est bien, c'est correct, avec les subventions, ça permet d'avoir un loyer réduit. Mais ce dont on a vraiment besoin à Laval, ce sont des logements sociaux. Un logement, puis comme on l'a expliqué, qui est fonction de la capacité de payer des gens. Parce que quand tu n'es plus capable, le logement, je dirais que c'est même le premier élément de la dignité humaine. Tu peux avoir ton frigo vide pendant un petit bout de temps puis te débrouiller. Tu ne peux pas avoir de logement. Alors souvent, les gens vont sacrifier justement ce qui va dans le frigo, leurs soins de santé, l'éducation, les vêtements, pour pouvoir se payer un logement. Et c'est là que le logement social est si important. C'est là qu'il faut absolument subventionner et continuer à supporter ces logements, des logements sociaux. L'Office municipal d'habitation a un rôle très important à jouer là-dedans. Les OBNL aussi ont un rôle à jouer. Il faut s'assurer que ces logements-là restent constamment hors marché et qu'on continue d'offrir ces endroits-là pour nos gens qui en ont vraiment besoin. Moi, je m'engage à bonifier le fonds de démarrage actuellement qui est annoncé au mois de mai par M. le maire, qui est de 300 000 par année, à le faire passer à 500 000 par année pour renforcer justement la capacité de nos OBNL puis des coopératives d'habitation à présenter des projets. Puis je m'engage aussi à bonifier la subvention par projet qui peut être non remboursable de 50 000 à 75 000. Alors ça, c'est deux mesures concrètes pour vraiment aider le logement social. Merci, M. Larochelle. On continue dans la thématique du logement. La Ville de Laval détient désormais de nouveaux pouvoirs lui permettant d'approuver plus rapidement certains projets immobiliers en contournant certains processus traditionnels de consultation ou de réglementation. Comment comptez-vous utiliser ou encadrer ces pouvoirs spéciaux d'approbation pour garantir à la fois l'efficacité des projets d'habitation et la préservation de la démocratie locale, de la transparence et de l'intérêt public, notamment en matière de logements sociaux? Monsieur Larochelle, à vous la parole. Merci. Oui, c'est vrai, le gouvernement du Québec a accordé des super pouvoirs aux villes et je pense que ce sont des outils pas mal intéressants pour accélérer les projets. Mais super pouvoir, ça veut dire aussi super responsabilité. Puis je dirais super responsabilité démocratique. Que la Ville ait de nouveaux pouvoirs qui permettent d'aller plus vite, c'est impératif que les critères soient clairs, pertinents et surtout qu'on fasse preuve de transparence dans ces projets-là. On a demandé au conseil municipal, on a cédé ces pouvoirs-là au comité exécutif. Alors déjà là, il nous manque une petite étape de transparence. Le conseil municipal, comme c'est le cas dans toutes les villes, n'a plus ces super pouvoirs-là. On les a délégués au comité exécutif. Il faut s'assurer que quand on les utilise, c'est pour des projets où il y a des seuils minimaux de 20 à 25 en matière de logement social pour justifier de tels recours. On ne doit pas utiliser ces super pouvoirs-là pour faire la promotion, peut-être de logements abordables et d'intérêts privés, mais le focus doit être vraiment pour accélérer les logements dont on a le plus de besoin, ce sont les logements sociaux. On doit s'assurer aussi que chaque projet soit encadré par des obligations légales, claires, nettes et précises. Alors oui, on est d'accord pour gagner du temps. J'ai fait des études en urbanisme assez longues, assez approfondies, puis je connais la lourdeur de notre réglementation et de nos lois du Québec dans le domaine, et trop souvent, ça nous ralentit. Alors bravo pour les super pouvoirs, mais il faut s'assurer qu'en termes démocratiques, on utilise avec la plus grande des responsabilités ces super pouvoirs-là. C'est toujours un peu épeurant, les super pouvoirs. Alors, il faut s'assurer de la transparence et de la communication à nos citoyens, à nos organismes. Merci, M. Larochelle. M. Boyer. Oui, donc la transparence, l'encadrement, il est là. Chaque ville s'est donné le pouvoir d'adopter le super pouvoir. Chaque ville doit décider si elle veut l'utiliser et comment l'utiliser. Certaines villes ont décidé de ne pas aller là, certaines villes ont décidé de l'utiliser à tout vent pour beaucoup de projets.
Nous, à Laval, on a adopté une résolution au Conseil de ville qui dit qu'on va l'utiliser juste dans 3 cas. Si c'est pour faire du logement social ou abordable, si c'est le projet de nos BNL, ou si c'est un projet qui donne une contrepartie au bénéfice de la communauté, par exemple un parc ou un terrain pour construire une école. Donc, c'est seulement dans ces 3 cas-là qu'on utilise le super pouvoir qui va nous permettre d'accélérer des projets. Premier projet qui risque de bénéficier du super pouvoir à Laval, c'est le projet Unitainé. Donc, c'est un projet qui vise à faire une résidence pour personnes âgées, sociales, donc une centaine d'unités. Le promoteur a développé des plans qu'il veut répliquer un petit peu partout au Québec. Donc, l'idée, c'est que plutôt que de refaire des plans à chaque projet, il a son set de plans qui va faire 10 résidences dans 10 villes du Québec. Laval va en obtenir une et on va l'utiliser pour s'assurer qu'elle puisse s'implanter chez nous, parce que des fois, il y a des détails d'une ville à l'autre dans les règlements d'urbanisme qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un exemple éloquent de comment le super pouvoir nous permet d'accélérer et d'adopter des projets qui ont un bénéfice pour la société. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des consultations publiques. Donc, les élus, avant d'adopter le projet, avant d'aller de l'avant, on va être aussi à même d'écouter ce que les citoyens ont à dire sur le projet. Merci beaucoup. Troisième question concernant le logement. Moins de 10 du parc de logements abordables à Laval est issu du secteur communautaire. Comment prévoyez-vous soutenir financièrement et techniquement ces organismes pour qu'ils puissent réaliser leurs projets à grande échelle? Monsieur Boyer, la parole est de nouveau à vous. Donc, très concrètement, on aide les organismes de plusieurs façons. J'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure. Banque de terrain, fonds d'aide au démarrage, subventions ou dons de terrain. Il y en a d'autres. On fait aussi des ententes directes, par exemple avec le groupe Angus, un promoteur sans but lucratif. On vient de faire une entente pour qu'ils construisent un premier 1000 logements sur un terrain qui appartient à la municipalité. On utilise désormais le super pouvoir pour accélérer certains projets également, comme on vient de discuter. Il y a aussi des allègements réglementaires. Donc, dans le nouveau règlement d'urbanisme, par exemple, les permis sont gratuits pour les projets de logements sociaux. Et tout ça nous permet, dans les 5 dernières années, on a construit 1078 logements. C'est 20 de tout ce qui s'est construit en 50 ans. Donc, quand on fait les ratios, on voit à quel point on a réussi à accélérer la cadence. Et preuve du succès du succès de ces mesures-là, dans le Grand Montréal, toutes les villes donnent de l'argent à la communauté métropolitaine de Montréal. On fait comme un pot commun pour financer des projets de logements sociaux. Puis quand des projets sont prêts, l'argent sort de ce pot-là. Et en ce moment, dans les dernières années, on a 2 fois plus d'argent de la CMM qui vient à Laval pour supporter des projets que ce qu'on contribue. Ça veut dire que par rapport aux autres villes du Grand Montréal, on est bien meilleur et que, en fait, même au prorata de population, on fait beaucoup plus de projets en fait, que presque toutes les autres villes ou même Montréal. Et ça, je pense, c'est un exemple probant de comment est-ce que les mesures qu'on met en place donnent des résultats qui sont concrets et on s'engage à doubler la cadence pour les prochaines années pour atteindre 2000 logements sociaux abordables dans les prochaines années. Merci. Monsieur Larochelle. Oui, c'est vrai que Laval, plus récemment, est bien meilleur et bravo parce que notre historique n'était pas très bon. Et l'historique est dans la question. 10 du parc de logements abordables est issu du secteur communautaire ou des OBNL ou coopératives et c'est définitivement pas suffisant. D'abord, je veux le dire clairement, il y a eu une belle démarche d'amorcer dans le cadre, par le biais de la PRDS, c'est la mise en place d'une cellule de coordination du logement social et communautaire. Puis c'est un pas dans la bonne direction. La structure est en place, il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, mais il faut trouver les moyens, la Ville, de mieux accompagner tous ces acteurs-là. On parle de la Ville, on parle du CIS, on parle de l'Office municipal d'habitation, Centraide et les groupes de ressources techniques. Alors, il faut que tout le monde se parle plus fréquemment, plus rapidement. Il faut définitivement augmenter ce pauvre 10 %-là. De la part des logements abordables qui sont issus du monde communautaire. Alors, il faut renforcer cette cellule-là qui existe, qui a été mise en place, et lui donner les moyens de livrer. On doit aussi bonifier le soutien financier, élargir le fonds de démarrage pour les coops et les OSBL, j'en ai parlé tantôt, et c'est un engagement que je prends d'améliorer le soutien financier qu'on a présentement. La Ville doit jouer son rôle en accompagnant, en aidant
Les nouveaux super-pouvoirs sont un moyen d'aider tout ce monde-là. Il y a beaucoup de projets. Dans mon seul district, il y a des projets qui traînent depuis trop longtemps et on doit utiliser tous les outils à notre disposition pour améliorer ça. Alors, et vous pourrez compter sur un maire à l'écoute des organismes, des coopératives pour améliorer cette part-là qui, historiquement, est catastrophique. Merci. On arrive à la conclusion de notre bloc thématique sur le logement. Vous avez maintenant chacun une minute si vous avez entendu ce que votre Abiassar a dit, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez insister. Monsieur Larochelle, vous avez une minute. Il me semble qu'on vient juste de parler des choses importantes, mais je vais conclure avec ma minute en vous disant, vous pourrez compter sur moi. J'ai proposé des améliorations concrètes au programme existant. Ça nous prend des logements. Je l'ai dit tantôt, la dignité humaine, ça commence avec un toit au-dessus de sa tête. Quand tu n'as plus ça, quand tu ne peux pas te loger, quand tu as des enfants, que tu ne peux pas loger ta famille, ça ne marche pas. Et ça se traduit par des problèmes. On va parler de santé mentale, là. Bien, ça se traduit par toutes sortes de problèmes de santé en général, de santé mentale. Alors, c'est pour ça, il faut loger nos gens. Il faut s'assurer qu'on prend tous les moyens pour améliorer l'accessibilité. Oui, le logement abordable, puis nos familles de la classe moyenne inférieure, il faut s'assurer qu'ils ont un logement, mais nos gens, le plus dans le besoin, il faut s'assurer qu'on a du logement social pour tous ceux-là. Merci. Merci. Le mot de la fin est à vous. Bien, en fait, je pense qu'on est d'accord sur les principes, sur les valeurs. Après ça, la question, c'est quoi les bonnes actions à poser, parce que ces actions-là portent des résultats concrets. Je crois que Laval a fait des pas de géant dans les dernières années au niveau d'encourager la construction d'habitations, dont l'habitation sociale et abordable. Et on souhaite en fait miser sur ces succès-là pour aller encore plus loin. Et je pense que Laval, de plus en plus, s'impose comme un modèle à suivre. Ça reste trop difficile de faire du logement social, malheureusement, parce que c'est très dépendant aussi de est-ce qu'il reste de l'argent dans les coffres à Québec ou au fédéral. Ça reste un défi majeur. Mais je crois qu'on a des beaux outils, dont certains sont très récents, qui vont nous permettre d'aller très loin dans les prochaines années. Merci beaucoup, M. Boyer. Donc, on se dirige maintenant vers notre deuxième thème de la soirée, la santé mentale, extrêmement important également. Donc, la question pour vous est la suivante. Comment envisagez-vous le rôle de la Ville dans la coordination des actions en santé mentale entre les différents paliers de gouvernement, les institutions publiques et les organismes communautaires? Monsieur Boyer, vous avez la parole pour 2 minutes. Donc, santé mentale, je pense que la question l'implique. Donc, ce n'est pas une mission première de la municipalité, c'est beaucoup le gouvernement du Québec via la santé qui en est responsable, mais en effet, on peut être un facilitateur. Et à Laval, on a fait des choses qui sont très importantes. Vous avez mentionné, M. Larochelle, la PRDS, donc la politique régionale de développement social, qui est en place depuis plusieurs années. Grosso modo, on est plusieurs dizaines de partenaires qui se sont alliés, municipalités, le milieu communautaire, le CIS, la STL, bref, tous ceux et celles qui ont un rôle à jouer. On s'est assis il y a quelques années ensemble, puis on s'est dit, OK, au niveau du développement social, c'est quoi les enjeux qu'on doit adresser? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour avoir une influence positive sur ces défis sociaux-là? Puis c'est qui en est responsable? Et donc, ce plan de match-là, il est extrêmement bien fait. On sait c'est quoi les enjeux. On a aussi des indicateurs de succès et on a des gens responsables de le suivre. Donc ça, c'est un outil extrêmement fondamental. La PRDS, je crois, c'est un exemple de succès qui fait des envieux dans le reste du Québec, qu'on va vouloir mettre à jour parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec cet outil-là, mais c'est définitivement une façon de travailler qu'on veut fonctionner. Cette façon-là fonctionne tellement bien qu'on a réussi aussi à attirer des fonds privés de fondations, entre autres la Fondation Lucie Chagnon. Il y en a d'autres qui sont venus contribuer à hauteur de plusieurs millions aux efforts, non seulement de la Ville, mais aussi de ses partenaires, qu'est le milieu communautaire, parce qu'elle voyait justement en ça un outil extrêmement porteur. Évidemment, on continue à travailler avec le CIS, et je pense que le gouvernement du Québec a un très grand rôle à jouer évidemment, la santé mentale, c'est complexe, mais
quand que je pense notamment aux services hospitaliers en santé mentale, depuis quelques années déjà, le CIS souhaite avoir plus de services au niveau de la santé mentale. On a un refuge pour itinérants qui, dans certains cas, vont être touchés par la santé mentale, que la Ville, on est venu payer 100% de l'achat d'un bâtiment pour faire un refuge pour les itinérants, mais qui, encore aujourd'hui, n'est pas pérennisé par le gouvernement du Québec. Donc, il va falloir qu'on travaille ensemble pour s'assurer que ce soit. Merci, M. Goyer. La santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde ne peut pas agir comme un médecin ou un psychiatre, mais c'est l'affaire de tout le monde, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos quartiers. La Ville, elle doit agir, on parle de comment la Ville peut coordonner, mais elle doit agir comme chef d'orchestre de la proximité. Parce que la Ville, nos intervenants, vos organismes, vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans nos quartiers, vous êtes sur la rue, vous êtes dans la rue. Et la Ville, il y a plusieurs joueurs là-dedans, M. le maire en a mentionné quelques-uns. Évidemment, le CIS de Laval est un joueur majeur. Nos milieux scolaires, nos polices de quartier, quoique nos postes de quartier ont été pas mal toutes fermés, mais la police et l'urgence sociale ont son rôle à jouer. La STL, nos bibliothèques, nos organismes communautaires, vous tous, en tout cas, plusieurs d'entre vous avez ce rôle de terrain-là où vous êtes en contact avec ces problèmes qu'on peut rencontrer de santé mentale de nos concitoyens et concitoyennes qui font face à ces problèmes-là. La Ville a un rôle direct à jouer avec ses employés pour les sensibiliser, tous ceux qui sont en contact direct avec la clientèle. Je dis la clientèle, ça vient de mon ancienne vie, mais avec ceux qui ont besoin des services de la Ville. OK? Alors, la Ville doit sensibiliser ses employés, leur offrir même des formations. Je prends la formation Sentinelle qui est donnée par la coop de soutien à domicile pour que les personnes soient capables de reconnaître des signaux de détresse. J'ai parlé de la STL tantôt. Nos gens de la STL, ils sont en contact constamment avec toutes sortes de personnes qui peuvent avoir besoin d'aide. Alors, c'est un autre exemple où on peut, comme Ville, agir à la fois comme chef d'orchestre, mais aussi accompagnateur sur le terrain, accompagnateur de vous tous. Merci. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la prévention et le soutien en santé mentale à Laval, en particulier auprès des populations les plus vulnérables. Comment comptez-vous renforcer et pérenniser le soutien municipal à ces organismes afin qu'ils puissent offrir des services stables et durables à long terme? Monsieur Larochelle, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Merci. D'abord, on va reconnaître quelque chose qui ne vous surprendra pas, mais le cœur de la prévention en santé mentale, là, c'est dans notre réseau communautaire qui bat tous les jours, qui bat 24 heures par jour. C'est ça, c'est vos organismes qui accueillent, qui écoutent, qui accompagnent, souvent dans l'ombre, avec des moyens trop limités, qui essaient d'accomplir leur mission. Puis plusieurs d'entre vous avez cette mission-là, de soutenir nos gens qui sont en difficulté et qui sont en difficulté de santé mentale, puis qui souvent, puis on a parlé du logement, souvent ça part de là aussi, où la détérioration va partir de là. Moi, je considère qu'on ne peut plus fonctionner avec des subventions ponctuelles, renouvelées, peut-être ou peut-être pas. On a la Fondation Chagnon qui a donné un gros coup de main de ce côté-là, où la Ville joue un rôle important de coordonnateur des fonds. Mais il faut pérenniser les ententes de financement sur plusieurs années. Et celles qui dépendent de la Ville, on doit faire les revendications auprès de Québec, en particulier, pour s'assurer que tous les paliers de gouvernement contribuent et ne contribuent pas ponctuellement, ou peut-être pas. Je siège à la Commission de la gouvernance depuis 8 ans maintenant, et je vous ai rencontré plusieurs d'entre vous, et le problème, souvent, c'est le financement. Le financement, on l'a eu cette année, on est content. Est-ce qu'on va l'avoir l'année prochaine? La Ville est capable de jouer un rôle pour vous aider là-dedans. Vous portez la société à bout de bras et on doit s'assurer qu'on vous aide. Puis, j'essaie de me souvenir du slogan de Centraide, là, mais il faut aider ceux qui aident.
et ceux qui ont besoin d'aide en bout de ligne. Et la Ville a vraiment son rôle à jouer de ce côté-là pour continuer à le faire. Merci. Donc, un geste important qu'on a posé, on a créé un fonds de 3 millions par année pour soutenir nos organismes en développement social. Ça touche pas juste la santé mentale, c'est le développement social de manière plus générale, mais le but, c'est de renforcer et de solidifier nos organismes. On a regardé l'option de faire du financement à la mission, même si traditionnellement, c'est le gouvernement du Québec qui fait ça. Malheureusement, le PSOC, qui finance à la mission les organismes par le gouvernement du Québec, nous a dit, si vous faites ça, nous, on va réduire les sommes. Donc, on a fait un fonds plutôt à la place pour venir soutenir avec l'immobilisation. Donc, maintenant, les organismes peuvent appliquer pour différents besoins, pour aller chercher de l'équipement, des formations, rénover, devenir propriétaire. Une popote roulante peut acheter des véhicules, par exemple, pour faire la distribution. Il y a plusieurs organismes qui en ont bénéficié, notamment au niveau de la santé mentale, comme l'Alpabem, le CAFGRAF, récemment, qui ont appliqué pour avoir des agrandissements de leurs locaux qui ont été financés par la Ville. Mais la grande bataille, pour moi, ça va être au niveau du gouvernement du Québec. C'est sa mission première de financer les organismes communautaires. Et l'année prochaine, c'est une élection provinciale qui s'en vient. Et pour moi, les enjeux, ça fait 50 000 portes que moi et mon équipe, on cogne dans les dernières semaines. Ce que les gens nous parlent, ce n'est pas des prières de rue, c'est de l'itinérance. Il y a des enjeux qui sont graves, qui ne sont pas abordés en ce moment et qui doivent être abordés. Alors moi, si je serais élu, ce que je vous invite, c'est de marcher à vos côtés et de faire la plus grosse mobilisation que Laval n'aura jamais faite pour aller chercher à Québec des investissements qui sont fort nécessaires dans notre communauté. Merci, Monsieur Boyer. Quel levier la Ville de Laval peut activer pour améliorer les conditions de vie et prévenir la détresse psychologique? Vous avez nommé plusieurs leviers que la Ville avait à de nombreux niveaux. Mais maintenant, comment on travaille sur les conditions de vie et la prévention, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés où les déterminants sociaux de santé sont les plus fragilisés? Monsieur Boyer, la parole est à vous. On va être en forme à force de se lever et s'asseoir. Donc, c'est quoi les leviers que la Ville a? En fait, je pense qu'on doit être capable d'offrir un milieu de vie qui est sain. C'est quoi un milieu de vie qui est sain? Ça passe par plusieurs choses. C'est un milieu de vie où est-ce qu'on va se sentir en sécurité, où on a un toit, où est-ce qu'on va pouvoir manger une alimentation qui est saine, où on va pouvoir être physiquement actif, avoir accès à la nature. Bref, ça passe par des bons milieux de vie de qualité. Là, en 2 minutes, je n'ai pas le temps de tout résumer ce qui est fait sur ces différents pans-là, mais je veux nommer quelques éléments. Premièrement, au niveau de la sécurité. On a investi dans notre police une centaine de nouvelles ressources. On a une police qui est de plus en plus présente auprès des écoles, des organismes, agir en prévention. On a mis sur place plusieurs stratégies qui nous ont permis de réduire de moitié les événements avec des armes à feu sur notre territoire. On a doublé les mises en chantier de logements sociaux, logements abordables, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent se loger à un prix qui est décent. On a une culture qui prend son envol à Laval, plus besoin de traverser le pont pour aller consommer de la culture. Puis je parle de ça parce que la santé mentale, puis un milieu de vie sain, c'est aussi d'avoir des relations et des connexions avec des gens de la communauté. Donc, il faut créer des moments et des opportunités pour se rencontrer, puis pour se parler, puis pour rêver ensemble. On a de plus en plus d'infrastructures sportives et communautaires. Je sais que mon collègue parle beaucoup des grands projets. Oui, il y a un complexe aquatique, oui, il y a une grande bibliothèque, mais il y a aussi une douzaine de projets sportifs et communautaires qui ont été développés dans différents quartiers de la ville, que ce soit à Saint-François, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit à Chamédé, ou un petit peu partout à travers la ville. Et au niveau aussi de la qualité du milieu de vie, on a passé de 3 à 18 % de nos espaces, du territoire de Laval qui est protégé, parce qu'on essaie de protéger de plus en plus les boisés, les berges, les îles, les milieux naturels qui restent dans nos quartiers pour offrir un beau contexte de vie, des beaux quartiers. Merci. Monsieur Larochelle? Oui. Vous allez peut-être trouver que je me répète, mais je vais faire un lien avec le sujet précédent. La base de la santé mentale, c'est d'avoir un toit. Puis, c'est vraiment là où la Ville, on en a parlé, doit continuer d'agir et d'améliorer. Mais pour prévenir la détresse psychologique, il faut des relations humaines. Il faut que les gens aient l'occasion de se rencontrer, de sortir, d'avoir des lieux de rencontre. Et oui, les lieux de rencontre au centre-ville, c'est très bien, mais moi, j'ai l'intention de les multiplier à travers tout le territoire dans les quartiers, de faciliter le transport aussi.
Peut-être que le transport en dehors des heures de pointe pourrait être gratuit pour les gens à faible revenu. Alors, c'est un exemple où on pourrait aider les gens qui peut-être ont moins de moyens et qui ne se rendront peut-être pas à Montréal pour voir un spectacle, mais de fréquenter nos lieux de rencontre, nos parcs, nos espaces verts. Un autre levier, c'est de reconnaître et de développer la capacité d'agir et des personnes de la ville. Et la ville doit soutenir les projets qui valorisent la réalisation citoyenne. Et on va dévoiler d'autres peurs de notre programme, en particulier pour nos personnes âgées, pour qui souvent la solitude contribue à une détresse psychologique. Et on connaît aussi les problèmes de santé de nos aînés. Alors, moi, j'ai l'intention qu'on s'assure que partout sur le territoire, on aille à la rencontre de nos aînés avec, oui, la culture, avec, oui, les loisirs, avec vos organismes. Pour les soutenir, il y en a déjà plusieurs organismes qui aident nos aînés, mais je pense qu'on peut faire encore plus avec, oui, un meilleur soutien de la ville et un meilleur soutien financier de la ville et probablement un meilleur soutien des répondants directs de la ville qui peuvent vous aider. Des camps d'été en français, des haltes garderies, des programmes d'insertion en francisation, des activités de quartier accessibles. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants et souvent c'est difficile pour eux de s'intégrer à notre communauté. Il faut les aider. Merci. Merci. On arrive à la fin de cette thématique. Maintenant, ça va être le temps de conclure sur cette thématique de la santé mentale. Monsieur Larochelle, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais je vous offre une minute pour compléter. Oui, merci. Écoutez, je pense que pas mal tout le monde a eu dans sa famille ou personnellement ou avec ses parents des situations où la santé mentale n'allait pas bien. Et c'est important tellement important qu'on conserve ces liens-là dans notre ville, dans nos quartiers, partout, avec vos organismes, avec les familles, parce que sinon, ça mène à trop de solitude. On a parlé d'itinérance tantôt, c'est là que ça mène. Alors, il faut être une ville, une communauté solidaire, aider nos gens. Et la santé mentale, ça peut déraper tellement vite. Il faut être à l'affût et la ville, ses employés, j'ai parlé des bibliothèques, j'ai parlé de la STL, j'ai parlé de tous les employés de la ville, on peut les sensibiliser à aider les gens qui ont des besoins de ce côté-là. Merci. Merci. Vous avez le mot de la fin? Ben, je pense que je ne veux pas qu'on se répète non plus. Là. Je crois qu'on a touché beaucoup de points, puis content de voir qu'on s'entend sur le fait que c'est un enjeu qui est important. Génial. Merci beaucoup, M. Boyer. À ce moment-ci du débat, on arrive bientôt à peu près à la moitié. Je pense qu'on pourrait se redonner une énergie en faisant une bonne main d'applaudissements pour nos deux candidats qui répondent à beaucoup de questions présentement. Merci. Il me semble que ça réveille un peu. Là. Bon. Troisième thématique, messieurs, on embarque dans un sujet très important, la sécurité alimentaire. On en a beaucoup parlé dans les dernières années. Ça s'est imposé, évidemment, dans les priorités d'à peu près tous les acteurs publics. Selon plusieurs rapports, certains quartiers de Laval sont de véritables déserts alimentaires. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'accès à des aliments sains? Épicerie, marché public, côté transport aussi, qu'est-ce que vous avez à nous proposer à ce niveau-ci? Monsieur Boyer, vous êtes le premier à répondre à cette question. Beaucoup de choses peuvent être faites. Premièrement, avant, quand on développait des villes, on mettait le commercial d'un côté, l'industriel d'un autre, le résidentiel d'un autre, ce qui faisait qu'on devait toujours se déplacer d'un quartier à l'autre pour combler ses besoins. De plus en plus, Laval fait un zonage qui est mixte, donc on permet qu'il y ait à la fois des pôles d'emploi, des commerces, des résidences dans un même endroit. Donc ça nous permet d'avoir à l'échelle du quartier un zonage qui permet d'accueillir, par exemple, une épicerie. L'autre chose qu'on fait au niveau du zonage, bien, on vient favoriser, quand on construit des quartiers, on ne veut plus déboiser des forêts ou des zones d'état agricole. On veut concentrer la croissance de l'habitation au centre-ville, le long des boulevards ou dans des noyaux villageois. Cette densité-là nous permet de faire vivre des commerces locaux.
Souvent, moi, j'entends, Monsieur le maire, on veut une épicerie à Saint-François, on veut une boulangerie ou un café dans mon quartier, mais pour que l'épicerie ou que la boulangerie soit viable, il faut aussi un bassin de clientèle qui est suffisant. Donc, je pense que la ville peut faire beaucoup à ce niveau-là. Parlant de zonage, on est venu aussi autoriser de faire des potagers en façade ou dans les quartiers, puisqu'autrefois, c'était très peu permis. On a une politique d'agriculture urbaine, on a une politique aussi de communauté nourricière qui a été adoptée cette année, qui prévoit plusieurs mesures. On a une politique de développement de la zone agricole. On a fait des projets aussi avec différents organismes, par exemple Unio Marché qui vient distribuer des légumes, des fruits qui viennent de nos producteurs locaux dans les quartiers centraux de l'île. Et on a aussi un engagement dans notre plateforme où est-ce qu'on va vouloir venir demander quand des grands projets industriels ou commerciaux se développent sur notre territoire, exiger en fait que les toitures soient mises à profit. Que ce soit pour faire des serres sur les toits comme fait l'UFA ou que ce soit pour faire des panneaux solaires. On a un premier projet qui s'en vient à Laval, mais de récupérer de l'espace urbain qui est souvent perdu pour pouvoir combler des besoins, dont des besoins qui sont alimentaires. Merci. Alors, effectivement, il y a des coins de Laval qui sont des déserts alimentaires. Nous, notre vision, c'est un Laval des quartiers, un Laval de proximité. Puis, personne ne devrait avoir à prendre l'autobus pour aller s'acheter des fruits ou des légumes. On devrait, dans chaque quartier, avoir accès à une vaste gamme, évidemment, de produits alimentaires. On a parlé de la mixité des usages. On a attendu tellement longtemps le nouveau code de l'urbanisme. On fonctionne encore avec notre vieux règlement L2000 de 1970 qui interdisait cette mixité des usages-là. Maintenant, c'est permis et c'est en toute logique que quand on construit des unités d'habitation, mais qu'on puisse aussi y mêler des services de proximité et évidemment, des services alimentaires. Pas juste un dépanneur pour les cigarettes et les chips, mais de véritables services alimentaires. On doit continuer de favoriser l'implantation des marchés éphémères, des projets mobiles. On a un bel exemple avec Unio Marché, qui offre des produits locaux. J'en ai fréquenté quelques-uns pendant l'été et qui permet aux gens dans le quartier tout près, d'avoir accès justement à une alimentation, à des produits locaux de bonne qualité. Ce genre de projet, il est exemplaire dans plusieurs points de vue parce qu'il crée des emplois locaux, il redonne un certain pouvoir d'achat aux familles et il encourage aussi nos producteurs locaux. On peut multiplier les jardins communautaires et collectifs. Combien de fois j'ai eu des téléphones là-dessus? Ça semble extrêmement difficile à Laval de trouver un bout de terrain pour réussir à faire un jardin communautaire dans un endroit accessible. On a notre zone agricole qu'il faut continuer évidemment de protéger. Notre ville doit être nourricière, puis oui, il faut arrêter nos déserts alimentaires. Merci. Partez pas trop loin, M. Larochelle, parce que vous êtes le prochain à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer le rôle du secteur communautaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à Laval? Et de nouveau, vous avez 2 minutes. En fait, effectivement, le secteur communautaire, vous êtes là sur le terrain, vous êtes les gardiens de la sécurité alimentaire. J'ai fait des distributions en papote roulante avec certains de vos organismes et vous êtes là, oui, pour la sécurité alimentaire quand vous faites ça, mais on va refaire le lien avec, on voit quand on fait ça, ce qui se passe un peu dans le logement, puis on se voit aussi s'il y a des problèmes d'autres natures de santé physique ou mentale. Alors, la première chose à faire avec nos organismes, c'est de sécuriser le financement, pas juste pour 1 an, mais sur plusieurs années, avec des ententes qui permettent une prévisibilité, qui vous permettent de pouvoir dire aux gens qui bénéficient de vos services, on va être là encore l'année prochaine parce qu'on va les avoir, les sous. La Ville ne peut pas financer directement la mission sans nuire à vos subventions qui proviennent là, du CIS ou d'autres sources, mais la Ville a une capacité d'action. On peut financer évidemment des locaux.
louer des locaux ou prêter des locaux aux organismes. On a parlé de véhicules aussi, des équipements, la logistique, véhicules réfrigérés quand on parle d'alimentation. Alors, l'action communautaire autonome, on doit la reconnaître pleinement avec ses valeurs. Et vous êtes là, puis ces valeurs de gouvernance citoyenne, de liberté d'action, et vous êtes là localement, sur le terrain. Alors, c'est vous, les acteurs distincts, qui nous permettent justement d'assurer une partie de ce besoin fondamental de pouvoir se nourrir sainement, tous les jours. Puis on revient à nos aînés souvent qui sont seuls, puis qui n'ont pas le soutien nécessaire. Alors, il faut continuer. Puis vous pourrez compter sur un maire de Laval et une équipe prête à vous supporter. Merci. Alors, dernière question sur la question de la sécurité alimentaire. Le lien entre coût de logement et insécurité alimentaire est bien documenté. C'est pas la bonne question? Non, je pense que je n'ai pas répondu à la deuxième. Ah, je m'excuse. J'ai l'air d'être inéquitable en ce moment. C'est une erreur de bonne foi. Monsieur Boyer, vous avez effectivement 2 minutes pour répondre à la question sur le rôle du communautaire dans la lutte de l'insécurité alimentaire. Pardon. Aucun stress. Vous avez déjà un maire qui est à l'écoute de vos besoins et qui supporte les organismes. Puis je donne quelques exemples. Là, je parlais tout à l'heure, il y a le fonds de 3 millions qu'on a mis en place, où on est venu supporter plusieurs projets, que ce soit par exemple l'Association des Popotes roulantes de Laval, récemment qui ont eu 28 000, le Relais communautaire 320 000, le Panier de Chemédé 89 000, Enfants d'abord 16 000. Donc des projets qui sont déposés par le milieu puis soutenus par la Ville, grâce à un fonds que mon administration a mis sur pied. Ça peut avoir un impact vraiment très concret. Je vous donne l'exemple d'une popote roulante qui doit rembourser le kilométrage à ses bénévoles qui distribuent les repas. Si vous avez 60 $ à rembourser en kilométrage pour distribuer 10, 15 ou 20 repas, bien évidemment, c'est des coûts qui sont quand même assez importants. Mais avec ce fonds-là, vous pourriez demander à la Ville d'acheter, par exemple, une voiture électrique qui fait en sorte que vous n'avez plus de kilométrage à rembourser. Et donc, sur chaque repas, bien, c'est 2 ou 3 $ de plus qui va aller dans les opérations de votre organisme plutôt qu'à rembourser un kilométrage. On a aussi mis sur pied des budgets participatifs, donc qui peut ratisser beaucoup plus large que le volet alimentaire. Mais cette année, je trouve ça intéressant parce que sur 6 projets financés par la Ville, il y en a 2 qui touchent justement cette thématique-là. Donc, il y en a un sur les potagers dans les quartiers et un autre sur la sécurité alimentaire, qui sont 2 des 6 projets qui ont été les plus populaires. Et un autre petit exemple aussi de comment est-ce qu'on peut aider Café Marigot, qui est un organisme dans mon quartier quand j'étais conseiller de Duvernay-Pontvio, qui avait ce souhait-là de produire eux-mêmes leurs fruits, leurs légumes. On a travaillé avec eux pour leur prêter un terrain qui appartient à la ville, qui est au centre-ville. Et depuis 2 ans, en fait, ils cultivent leurs propres légumes. Ça s'appelle Marigot Agricole. L'année dernière, ils ont produit 3,5 tonnes de légumes qui ont toutes réutilisés pour leur propre popote roulante qui distribue aux citoyens dans le besoin à Laval. Donc ça, c'est des exemples super concrets de comment est-ce que la Ville peut aider les organismes à jouer leur mission. Et je suis super fier, honnêtement. Dans les prochains jours, là, il y a le Forum mondial de l'économie sociale en France où justement le Café Marigot s'en va pour parler des beaux projets qui se passent à Laval. Et Laval rayonne. On a une belle délégation qui s'en va là pour parler justement des innovations qui se passent chez nous à Laval dont on peut être fier. Restez là. Restez là. Parce que là, c'est vrai que je vous pose ma question sur le lien entre coût de logement et insécurité alimentaire, qui est bien documenté. Comment comptez-vous l'intégrer dans les enjeux de politique d'habitation? Quel lien on peut faire entre les enjeux d'alimentation et vos politiques d'habitation? Oui. En fait, ma réponse va être simple. Je ne sais pas si on va avoir un jour une politique qui fusionne les 2 enjeux ensemble, mais clairement, quand on dépense plus d'argent en loyer, bien, on en a moins pour les autres besoins fondamentaux de la vie, comme l'alimentation. Alors, je crois qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour s'assurer qu'on a un parc de logements qui va être abordable, qui va être accessible, parce qu'évidemment, moins on paye en loyer, plus il nous en reste pour tous les autres besoins du quotidien, dont l'alimentation. Aussi une alimentation saine. Malheureusement, on sait que souvent, ce qui est bon pour la santé n'est parfois pas ce qui est le moins cher à l'épicerie. Et donc, j'ai décidé par rapport à ça, mais il faudrait, en tout cas, ça ne serait pas au niveau municipal que ça se règle. Mais donc, ça pour dire qu'on travaille fort pour réduire le coût de l'habitation, pour donner la place aux citoyens de mieux s'alimenter, mais aussi tous les autres besoins au quotidien. Merci.
Alors, on va revenir encore à cette question, évidemment, du logement, et c'est pourquoi il faut vraiment faire des efforts pour développer nos logements sociaux. Historiquement, la Ville de Laval n'a jamais eu sa part de logements sociaux à Laval. Il y a des raisons historiques, des administrations antérieures qui n'en voulaient pas, tout simplement. Mais cette clientèle-là, ce sont nos concitoyens dans cette classe de revenus-là, trop souvent, qui ont à la fois les problèmes de logement et les problèmes d'alimentation, d'une saine alimentation. Quand tu n'es pas capable de payer ton loyer, bien évidemment, c'est l'alimentation qui est la première à en souffrir, et la santé, trop souvent. Alors, on doit penser, la Ville a son rôle à jouer, puis on doit penser, évidemment, en termes d'urbanisme, en termes de... Il y a eu des efforts de faire, on parlait de mixité, s'assurer que dans tous nos quartiers, quand il y a des projets de développement, bien, que les services de proximité, les services de quartier vont avec ça. Et oui, il y a des bibliothèques de quartier qui nous manquent, il y a des équipements sportifs qui nous manquent dans nos quartiers. On a bâti énormément, on a mis des centaines de millions au centre-ville, mais il faut s'assurer que dans nos quartiers, on a en place les services commerciaux, les services alimentaires qui répondent aux besoins. Et habitation et sécurité alimentaire, bien, ça va ensemble. Alors, nos marchés publics, il faut les soutenir. Il y en a un dans mon district, le marché 440, où nos producteurs de la grande région montréalaise viennent vendre leurs produits. Bien, il faut répéter ça. Il faut s'assurer que c'est accessible et que tout le monde puisse s'alimenter à partir de ces sources-là. Le dépanneur, c'est bien, mais pour dépanner, pas pour s'alimenter à l'année longue. Alors, la Ville a son rôle à jouer encore avec ses règlements d'urbanisme, s'assurer qu'on n'ait pas un frein. Puis, il y a plusieurs organismes, évidemment, qu'il faut continuer à soutenir. Alors, merci. Merci à vous. C'est ce qui met fin à notre thématique sur la sécurité alimentaire. Donc, je vous offre, si vous avez quelque chose à ajouter ou que vous voulez revenir sur un point particulier, vous avez chacun 1 minute pour le faire. Monsieur Larochelle? Non, je pense qu'on a fait le puis tour. on a tendance à être un peu sur les mêmes longueurs d'onde de ce côté-là. De ce côté-là, c'est bien. Monsieur Boyer, ça vous va? Alors, on passerait, si ça vous va, aux questions du public. Donc, on a une vingtaine de minutes pour aborder quelques questions qu'on a reçues de la part des organismes communautaires. La première question touche le logement. Ça demeure un enjeu qui continue d'intéresser, évidemment. Quel sera votre plan pour encadrer la hausse des loyers dans les quartiers les plus touchés? Vous avez d'abord la parole, M. Boyer. Oui. On ne peut pas, nous, comme municipalité, limiter la hausse des loyers. Donc, c'est évidemment encadré par le gouvernement du Québec. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de micro. Parfait. Par contre, on doit multiplier le nombre de projets qui sont gérés sans but lucratif. Je pense que c'est le plus grand gage, justement, de créer un parc de logements qui va être abordable. On a déjà fait l'analyse au cabinet du maire pour voir, justement, un même projet construit par un promoteur privé puis une OBNL. Au bout de 20-25 ans, on arrive avec un écart jusqu'à 33% moins cher les loyers. Donc, on doit vraiment favoriser à long terme un nombre maximum de projets gérés par des organismes sans but lucratif. Sinon, l'autre chose qu'on souhaite faire aussi dans les prochaines, en fait, très rapidement, là, après l'élection, ça sera adopter un règlement pour encadrer la démolition. On a eu un premier cas cette année. Laval, c'est une ville encore jeune. Il n'y a pas eu souvent là, des grands immeubles qui se font démolir pour construire un nouvel édifice qui exigeait d'expulser plusieurs locataires. On a eu un premier l'hiver dernier sur le boulevard Cartier dans Marigot. Et donc, on n'avait pas de règlement à l'heure actuelle pour encadrer ça. Donc, on travaille sur une proposition de règlement qui va être déposée au Conseil de la Ville bientôt pour pouvoir l'encadrer, pour s'assurer que les logements abordables qui existent puissent subsister. Merci beaucoup. Monsieur Larochelle? Oui. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir. Il lui reste encore 30 secondes. Effectivement, c'est un bel exemple. C'est ma collègue Louise Lortie qui a proposé au conseil municipal d'inclure toute une autre catégorie de logements pour empêcher qu'ils soient démolis. Alors, il y avait un projet de 16 unités d'habitation dans des vieux blocs appartements, des quadruplex, des sixplex.
qui était voué au pic du démolisseur pour probablement construire quelque chose qui n'aurait peut-être pas été du logement très abordable. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger et que les services municipaux travaillent dessus. Et effectivement, on a parlé beaucoup de logements sociaux, logements abordables. Laval construit au total à peu près depuis 5 ans une moyenne à peine de 2000 logements. Récemment, ça va mieux, mais les 10 dernières années, on avait la plus faible moyenne de la région. Quand on regarde les 10 dernières années, ça fait 12 ans que M. Boyer est là, on était toujours en bas de Montréal, de la Rive-Sud, de la Couronne-Nord. Il faut augmenter le nombre d'unités d'habitation. On en construit à peine 2000 par année. Ça en prend entre 3500 et 4000 uniquement pour absorber la croissance de la population. Et plus il y aura d'unités d'habitation, peu importe la catégorie, on a parlé beaucoup de logements sociaux ou abordables, bien, ça crée une tendance à la baisse sur les prix. En tout cas, ça freine les augmentations. C'est l'offre et la demande. C'est une loi qui existe depuis tout le temps, autant dans les relations humaines que dans le commerce. Et plus il y aura d'unités d'habitation construites et disponibles, puis qu'on va arrêter d'en démolir, bien, plus les prix auront moins tendance à augmenter dans toutes les catégories. Alors, il faut des toits pour habiter tout le monde, pour abriter tout le monde. Merci beaucoup. Alors, question suivante, ça touche la planification urbaine. Comment votre parti prévoit-il concilier densification urbaine et qualité de vie? La parole est d'abord à M. Larochelle. Une excellente question et qui me tient particulièrement à cœur. Oui, il faut densifier autour de nos pôles de transport pour éviter que la densification se traduise automatiquement par une augmentation de la circulation. Mais la densification n'a pas besoin d'être des édifices de 15 ou de 25 étages à chaque fois. D'avoir des maisons en rangée, on vient tout simplement de doubler la densification d'un quartier. Et des maisons en rangée, ça peut répondre à des besoins. D'avoir des sixplex, ça répond à des triplex, ça augmente la densification. Il faut faire aussi attention à nos infrastructures urbaines. Écoutez, dans mon district, malheureusement, on a l'héritage du vieux règlement L2000 avec, sur Saint-Éliséard, les tours d'habitation, justement, autour du marché 440, de 15 à 25 étages qui ont poussé là. On voulait construire dans le boisé du Trait-Carré de l'administration où M. Boyer était très actif comme vice-président du comité exécutif. 2 tours de 25 étages dans le boisé du Trait-Carré qui ont été sauvés. Le boisé a été sauvé grâce à Mme Loca, que j'ai vue d'ailleurs ce soir, et à l'action qu'elle a mise en place. Il faut densifier, oui, tout à fait. Il faut protéger nos milieux naturels, évidemment notre zone agricole permanente, mais il faut densifier d'une manière douce, humaine, et il y a moyen de faire ça en urbanisme. Il y a moyen de bien faire les choses. Il faut arrêter de mettre de la pression énorme à certains endroits, autant sur la circulation, autant sur nos réseaux souterrains qui sont pas mal maganés à Laval et qui ont besoin de réflexion majeure. Alors, moi, je suis en faveur de cette densification-là. Je vous ai dit que je suis en faveur de la construction d'unités d'habitation. Il faut un toit pour tout le monde, mais il faut faire ça de façon intelligente. Le nouveau Code de l'urbanisme permet de faire les choses de la bonne façon, mais on a l'héritage du passé où on a trop tardé. Merci. Oui. Non, on a reçu les questions à l'avance. Par contre, je pense que peut-être les candidats vont discuter par la suite, après l'événement, s'ils ont encore le temps. Je vous reviens là-dessus. Je vais attendre les instructions de la CDC. En attendant, je vais continuer avec les questions qu'on a reçues dans les dernières semaines sur cette question de la densification urbaine et de la qualité de vie. Monsieur Boyer, vous avez aussi 2 minutes. Oui. Donc, en fait, la ville, on doit la développer intelligemment. J'en ai effleuré la question tout à l'heure. Autrefois, pour accueillir la croissance de la population, on rasait des boisés ou on dézonait les terres agricoles. On fait plus ça à Laval, ce n'est pas notre souhait.
Donc, on ne veut plus faire aucun dézonage de terres agricoles et on souhaite, la municipalité, racheter le plus possible les boisés qui existent dans nos quartiers de maisons unifamiliales. Et donc, on essaie de concentrer plus la construction le long des boulevards, là où il y a du transport en commun, ou dans le centre-ville, lorsque des centres d'achat se redéveloppent. Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire intelligemment. Cette densité-là, je pense qu'elle est intelligente, elle est pertinente, parce que ça permet justement aussi de développer du transport en commun qui passe plus souvent, qui est mieux desservi. Ça permet de faire vivre des commerces de proximité également. Et dans le nouveau règlement d'urbanisme qu'on a adopté, on a mis des balises pour s'assurer aussi que ça se fasse bien, que ça s'intègre bien. Donc, on est venu mettre des hauteurs à respecter partout. Autrefois, dans le vieux règlement, il y avait des secteurs qui n'avaient comme aucune limite de hauteur. Puis, je sais, en 2013, les citoyens de Pontview qui sont dans la salle s'en rappellera, ça a été un gros enjeu où est-ce que j'ai mobilisé des citoyens contre le projet du Commodore, qui était 2 tours de 27 étages à côté de duplex, qui faisaient vraiment aucun sens. Donc, aujourd'hui, on a des limites partout qui sont graduelles. On a même ce qu'on appelle un plan d'angle en 45 degrés. Donc, quand il y a un bâtiment qui est plus grand qui se construit à côté d'une zone moins dense, ça doit respecter un angle de 45 degrés pour éviter justement des incohérences au niveau de l'aménagement urbain. Et aussi, on a plein de nouveaux critères. Au-delà de la densité, bien, on veut des stationnements qui sont de plus en plus souterrains, cachés derrière les immeubles. Tous les projets, on exige minimum 25 % d'espace végétalisé. Donc, oui, on a des secteurs qui vont être plus denses, mais ce ne sera pas des secteurs comme le centre-ville de Montréal ou Toronto ou ailleurs, où est-ce que c'est juste du béton partout. À Laval, au contraire, on est rentré dans une dynamique où est-ce qu'on commence à créer des nouveaux parcs au centre-ville, là où des espaces de béton se reconvertissent en nouveaux quartiers. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a reçue concerne la sécurité. D'entendre la réponse sur quoi, pardon? Je vous reviens, madame, OK, parce que par respect aussi pour ce qui a été entendu avec les candidats, je dois terminer mes questions. Parfait. Si je vais devoir vous demander votre accord, étant donné qu'il y a insistance, je continuerai les questions. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre une question supplémentaire après le débat? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, sécurité alimentaire, vous la voyez à l'écran, tous les organismes lavallois qui travaillent à contrer l'insécurité alimentaire portent à bout de bras leur mission, et ce, avec peu de ressources. On en a d'ailleurs un peu discuté tantôt. Quel est votre plan pour les aider concrètement? Monsieur Boyer, vous avez la parole pour débuter. Oui, bien, ça va toucher beaucoup de points là, qu'on a discutés. Un programme de 3 millions à chaque année que les organismes peuvent appliquer pour obtenir un soutien financier de la municipalité. On a une politique pour favoriser le développement de notre zone agricole qui produisent nos aliments. Entre autres, l'une des choses qu'on est venu faire qui, je crois, est très intéressant, c'est qu'on est venu mettre, vous savez, à Laval, il y a plein de grandes terres agricoles qui, dans les années 80, ont été morcelées pour faire des projets de développement domiciliaire. Donc, les grandes terres sont rendues des centaines, des milliers de tout petits terrains qui sont plus cultivables. Donc, la ville, on les rachète pour refaire des terres qui vont pouvoir être remises en culture. Donc, on est venu, là, c'est des gens qui font la spéculation. Là. En ce moment, c'est des investisseurs ou des gens qui attendent que ça soit sur le terrain en espérant qu'un jour, ça soit dézoné. On leur dit non, ça ne sera pas dézoné. Puis en plus, vous allez payer plus de taxes si vous ne le cultivez pas ou si vous ne le prêtez pas ou vous ne louez pas à un cultivateur. Donc, on essaie de rendre le plus animé, le plus dynamique possible notre zone agricole. Et on supporte aussi des organismes là, qui font le lien, parce que je pense que c'est ça qui est important aussi. Il y a d'un côté produire des aliments à l'échelle locale, puis de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on les distribue, comment est-ce qu'on les achemine à notre population, puis à la population qui en a le plus besoin. Bien, c'est là qu'on essaie d'intervenir, que ce soit par les budgets participatifs, le fonds du 3 millions, ou des programmes spécifiques comme avec le Marigot agricole, où la ville vient prêter un terrain qui permet la culture. Donc, on agit de différentes manières. Merci beaucoup. Monsieur Larochelle, sur cette question. Oui, question intéressante. Oui, le remembrement des terres agricoles, c'est intéressant, mais on parle de quelque chose qui va se faire sur des dizaines d'années. Puis la question ici, c'est, on n'avait pas eu les questions d'avance, là, puis c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aider nos organismes? Puis on parle des popotes roulantes, puis entre autres, moi, je vais vous dire, oui, il y a le budget de 3 millions, puis probablement qu'il a besoin d'être bonifié ou en tout cas indexé sérieusement, mais surtout, moi, ce que je propose aux organismes, puis particulièrement dans le cas des organismes qui
travaillent dans le domaine de l'insécurité alimentaire et qui nourrissent nos gens. C'est de pouvoir prévoir, OK? De pouvoir les soutenir et de pouvoir prévoir le genre de soutien, que ce soit en locaux, que ce soit en soutien pour le véhicule, en budget, en tout cas, qui ne compromettent pas leurs autres subventions. Là. Je sais que je ne suis pas le spécialiste là-dedans. Dans mon équipe, j'ai des gens comme Mme Louise Lortie qui a vraiment non seulement le cœur, mais l'intelligence à ces problèmes-là, à ces situations-là. Mais nos organismes, il faut les soutenir de façon pérenne et prévisible. Moi, c'est ce que j'ai entendu depuis 8 ans à la Commission de la gouvernance. Arrêtez de nous donner des subventions ponctuelles ou des projets. C'est bien, OK, mais on veut s'assurer que notre organisme va être encore en vie l'année prochaine, puis qu'on va pouvoir rencontrer nos coûts, puis qu'on va pouvoir garder nos employés si précieux. Alors, moi, c'est vraiment dans ce sens-là, concrètement, que je veux travailler avec vous autres. Puis tant mieux si on réussit à remembrer des terres agricoles. Je suis 100% en faveur de ça, mais avant de faire pousser le premier blé d'Inde, ça va prendre un moment encore. Merci beaucoup. On va parler de vieillissement de la population maintenant. Dans un contexte de vieillissement de la population, de l'isolement social et des défis en soutien à domicile, quelles sont vos priorités pour favoriser l'inclusion des personnes vulnérables? Monsieur Larochelle, la parole est à vous. Je vais relire la question là, pour être sûr que je l'ai bien compris. Oui, c'est pas si évident. Donc, contexte de vieillissement de la population. On a un contexte aussi d'isolement social. On a des défis en soutien à domicile. Quelles sont vos priorités pour favoriser l'inclusion des personnes vulnérables? Oui. Bien, écoutez, encore là, vous tous ici dans la salle, là, vous êtes ceux qui êtes en contact. Vous n'avez peut-être pas l'organisme pour lutter contre l'isolement social, mais c'est ce que vous faites. Que ce soit dans vos activités de loisirs, d'aide aux aînés, d'aide aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Je pense au transport adapté qui est en danger là, présentement avec la STL qui veut céder tout ça à Montréal et se débarrasser de notre transport adapté. Il n'est pas en danger, M. Larochelle. Il n'est pas en danger, mais il n'y a pas d'intention de céder, d'abroger le Vous allez avoir l'occasion Vous aurez l'occasion de parler, monsieur le maire. Alors, il est à risque. Le service est à risque. Dans ce contexte, écoutez, de l'isolement social, bien, tout le monde ici, vous avez ce contact-là, ce pouvoir-là d'identifier nos gens qui se retrouvent, puis nos personnes âgées qui se retrouvent en manque, en trop de solitude, puis en manque de contact. Alors, moi, encore une fois, j'ai dit au début que vous étiez le cœur battant sur le terrain, mais c'est vos cœurs partout sur le terrain qui vont permettre de briser cet isolement social-là. Le soutien à domicile, la popote roulante, ça, c'est un soutien à domicile multifacette. Quand on va chez les gens, puis on va leur dire bonjour, leur porter un repas chaud, bien ça brise l'isolement social, puis ça permet d'identifier toutes sortes de problèmes. Alors, vraiment, continuez, c'est vous autres la réponse à cette question-là, c'est toutes vous autres. C'est toutes nous autres, je m'inclus là-dedans aussi. Merci beaucoup, M. Larochelle. M. Boyer, si vous voulez répondre aussi en même temps du même souffle sur la STL, allez-y. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Là. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire peur aux gens. Le transport commun est là pour Je ne fais pas peur aux gens, M. Boyer. Vous dites constamment ça au conseil municipal, chaque fois qu'on vous... Je vous ramène à l'ordre, M. Larochelle. Oui, merci. La parole est à M. Boyer. Donc, dans le contexte du vieillissement puis de l'isolement, en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, on a mis en place, il y a plusieurs années, le transport commun gratuit pour nos aînés. Ça a eu comme impact, ça a doublé le nombre de personnes qui prenaient le transport en commun de 65 ans et plus. Souvent arrive un âge où le permis de conduire n'est plus valide et ça a permis pour beaucoup de personnes de sortir davantage. Sinon, on a aussi une petite subvention du maintien à domicile qui a été bonifiée il y a quelques années pour nos 65 ans et plus. On aide les organismes aussi qui viennent apporter des solutions auprès de nos aînés. On a aussi une scène culturelle qui est en effervescence. Durant la pandémie, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a engagé des artistes pour aller jouer au balcon des résidences,
Donc les gens, on se rappellera, on ne pouvait plus sortir, il y avait très peu d'activités ou de contacts sociaux, les gens se retrouvaient isolés chez eux. Donc on a payé des artistes pour aller faire des spectacles et ça a été extrêmement apprécié, donc on a maintenu la mesure. Donc encore aujourd'hui, il y a ce programme-là qui se promène dans les résidences pour offrir de la culture, tout comme on a les zones musicales l'été qui ont été bonifiées. Donc on essaie de créer des moments justement de rencontre du voisinage, des moments de joie pour nos citoyens, peu importe leur revenu, peu importe leur âge aussi. Je pense que c'est important, donc par une multitude de solutions. Parfait. Merci beaucoup, M. Boyer. Alors, voici ce que je vous propose, messieurs. Il nous reste une question qui nous a été transmise. Ensuite, vous aviez l'occasion de réagir ou de reprendre une petite minute. Je pense qu'on a une question dans le public. On va l'écouter brièvement. Je vais vous demander d'être brève et il n'y aura pas de débat entre le public et les candidats. Donc, une fois que la question est posée, on laisse les candidats répondre et on n'argumente pas avec les candidats. Est-ce qu'on a une entente sur ça? Ça vous va? Parfait. Donc, je vous pose ma dernière question qui nous a été transmise dans les dernières semaines. Financement des organismes communautaires. On en a discuté un peu, mais en résumé, comment comptez-vous passer d'un modèle de financement par projet ou fonds de consolidation annuel à un soutien structurel et pérenne, en investissant directement dans la mission des organismes communautaires? On en a discuté, il y a aussi un bout qui appartient évidemment à Québec. Comment on convainc Québec, comment la Ville aussi peut jouer un rôle de coordination avec Québec. C'est M. Boyer qui répond à la question en premier. Oui. Donc, quand je parlais tout à l'heure du fonds de 3 millions, notre idée originale, justement, c'est est-ce que la Ville peut jouer un rôle pour faire du financement à l'émission? Parce que c'est la grande difficulté pour les organismes d'avoir la prévisibilité. En ce moment, souvent, les organismes vivent par projet, donc ils appliquent sur des projets à Québec, puis ils ont du financement pour 2 ou 3 ans. Mais c'est dur de faire la planification à long terme quand c'est comme ça. Donc, on a voulu apporter du financement à la mission. Malheureusement, le gouvernement du Québec, à travers le PSOC, qui vient dire si les villes contribuent, bien, nous, on diminue notre contribution. Donc, au final, on ne sera pas plus avancé, puis les organismes, malheureusement, n'auront pas plus de ressources. Je pense qu'un défi aussi auquel on doit faire attention, c'est qu'en ce moment, le gouvernement du Québec a tendance à vouloir beaucoup péter dans la cour des villes bien des choses. Maintenant, on doit acheter des terrains pour les écoles. Sa contribution au niveau du transport commun diminue de plus en plus. En itinérance, à Laval, il y a, je veux dire, le seul bâtiment où on peut accueillir des personnes est financé à 100% par la Ville. Donc, je crois qu'on doit faire front commun pour faire pression au niveau du gouvernement du Québec pour adresser ces enjeux-là. Pourquoi? Parce que Québec et le fédéral aussi ont beaucoup plus de ressources financières pour aider. Quand on regarde ce que les citoyens payent en taxes et impôts, il y a juste 7% qui vont aux municipalités. 93% de ce que vous payez en taxes et impôts vont au fédéral ou au provincial. Donc, à quelque part, dans le partage du gâteau, il faut un rééquilibrage. Moi, ça ne me dérange pas que la Ville prenne plus de responsabilités si on peut avoir les ressources qui viennent avec. Donc, d'une certaine manière, un peu comme les organismes, on est souvent pris dans cette dynamique-là où est-ce qu'on nous donne des grandes responsabilités, mais sans les ressources qui sont nécessaires. Merci beaucoup. Monsieur Larochelle, sur la question. Oui, on a parlé beaucoup de prévisibilité budgétaire pour nos organismes, essentiel, puis arrêter de fonctionner par projet. Et oui, on a cette embûche-là du PSOC, qui est du gouvernement du Québec, qui est prêt à couper toute aide là, qui ne fit pas dans la bonne case. Et il y a des représentations à faire à Québec. Il y aura des élections l'année prochaine, vous le savez. Après les nôtres, il y en aura d'autres. Ce sera le moment de parler à Québec et faire les pressions adéquates sur nos dirigeants à Québec pour arrêter de s'auto-mettre les bâtons dans les roues. Je trouve ça intéressant que la question provienne du centre communautaire Val-Martin. Parce que ça, c'est un bel exemple, le centre communautaire. J'ai eu l'occasion de le visiter de fond en comble lors de son inauguration il y a quelques semaines. Et c'est vraiment un exemple où on a construit un centre communautaire à un coût raisonnable au cœur des besoins d'un quartier, qui avait été si magané avec ses 750 logements placardés depuis trop longtemps. Quand je suis arrivé en politique municipale, c'était comme ça. Sinon, placardé, il était en ruine. Là, on a 325 nouveaux logements construits. Ça a pris quand même une dizaine d'années. Mais on a un centre communautaire qui n'est pas au centre-ville, avec un autre méga investissement de plusieurs millions. Ce n'est pas un centre communautaire de 15 étages. C'est vraiment un endroit où la Ville joue son rôle et où la Ville peut soutenir des organismes
dans une structure. On parle ici de soutien structurel, mais c'est vraiment ça. J'en ai un dans Champfleury, mon quartier, dans Fabreville, où on a un centre communautaire qui offre des services à notre population. Et là, la ville peut jouer son rôle. Et aussi avec les soutiens qu'on peut donner sous d'autres formes. Mais il y a une discussion à avoir à Québec. Malheureusement, la ville ne détient pas tous les loyers, tous les leviers, ni tous les loyers, mais on peut offrir de l'espace et des espaces à nos groupes communautaires pour répondre à cette question-là, pour les aider concrètement. Merci beaucoup. Alors, tel que convenu, on va prendre une question du public brièvement. Ensuite, vous aurez 1 minute chacun pour répondre. Et ensuite, ce sera vos mots de conclusion tels que convenu. Donc, votre question, quelle était-elle? J'aimerais savoir si beaucoup d'entre vous sont au courant de ce que c'est qu'une ville 15 minutes. Laval a accepté d'être une ville 15 minutes. Pouvez-vous lever la main ceux qui sont au courant de ce que ça peut signifier dans nos vies? Je vous en prie, levez la main ceux qui le savent. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. OK? Vous ne savez pas à quel point ça peut influencer votre avenir, dans le sens que vous pouvez pas sortir de la ville jusqu'à peu près en dehors de 15 minutes. Vous avez le droit de voyager 15 minutes. Oui, c'est ça. Madame, votre question maintenant. C'est une bonne mise en contexte. Maintenant, votre question, c'est laquelle pour les candidats? Sortir de la ville en dehors de 15 minutes en marchant, je pense que c'est important, ça. Ça rend les gens prisonniers qui vont être dans une grande prison. Alors, je veux savoir pourquoi est-ce que Laval a accepté d'être une ville 15 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Larochelle, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Bien, écoutez, vous me l'apprenez, là, je ne savais pas que Laval avait accepté ça, mais d'être une ville 15 minutes, mais je sais que M. Boyer a écrit un livre sur le quartier sans voiture, et j'assume que s'il n'y a pas de voiture, ça devrait être une ville 15 minutes. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est une définition officielle, puis je ne suis pas au courant si Laval, mais il se passe tellement de choses au comité exécutif qu'on ne voit pas tout le temps à huis clos. Peut-être que je ne l'ai pas vu passer celle-là. Mais une ville, le principe de la ville 15 minutes, et je vais vous dire où ça peut rejoindre un peu ma vision, c'est de dire que dans un quartier, vous avez les services, vous avez les commerces, vous avez votre clinique médicale, ou vous avez votre pharmacie, vous avez votre logement. Idéalement, vous y avez peut-être votre travail aussi. Madame, on s'est entendu. Non. Moi, je vous donne Non. ma... On s'est entendu, on vous a écouté. La parole est au candidat. Merci, madame. Allez-y. Là, je ne sais pas s'il me reste du temps encore, là, mais... Prenez un petit 5 secondes pour conclure. Non, mais tout simplement, moi, c'est ma compréhension. Peut-être que M. Boyer a une compréhension différente de la ville 15 minutes, mais c'est ça. Alors, c'est de s'assurer que dans nos quartiers, on a à proximité de tous les services dont on a besoin, à pied, à vélo, en auto, en transport collectif, mais on n'est pas obligé de faire 4 heures pour aller à la grande bibliothèque en autobus. 4 heures, j'exagère un peu. En terminant, là, s'il vous plaît. c'est ça. Hey, j'ai dépassé mon 5 secondes. C'est correct. Là, le chaos est un peu pris. On se rediscipline. Monsieur Boyer, sur cette question. Oui. La Ville n'a pas adopté de résolution ou de projet formel, quoi que ce soit, pour que ce soit une ville 15 minutes. Mais Madame. cela étant dit, je tiens à vous rassurer, il ne faut pas avoir peur. L'idée de commencer à discuter dans les médias, l'idée d'une ville 15 minutes, c'est plus d'être capable, en dedans de 15 minutes, donc en temps d'une courte distance, de répondre à nos besoins, d'avoir des commerces de proximité. L'idée, c'est juste de dire qu'il ne faut pas que les gens aient à faire 1 heure pour aller là où ils travaillent ou là où ils vont à l'épicerie. Madame, C'est faux, madame. vous ne respectez pas votre part du contrat. On vous a laissé apporter un sujet. Bon, OK. Messieurs, on va passer au mot de conclusion. On s'était entendu sur quelque chose qui n'a pas été respecté. Alors, je vais faire ma méchante. C'est maintenant la fin de cet exercice démocratique. Je vous invite d'abord à donner une bonne main d'applaudissement à nos candidats. Vous avez chacun la possibilité de faire un mot de clôture. On a fait un tirage au sort tantôt et c'est M. Larochelle qui a la parole pour conclure ce débat pour 2 minutes. Bien, merci.
merci pour l'animation, mais merci à la CDC, à Marc Deschamps, à votre organisme de nous donner cette occasion-là de vous rencontrer puis de vous parler un peu de ce que moi j'aimerais faire puis comment je vois cette ville-là. Je l'ai dit au début, vous êtes le cœur battant sur le terrain. Sans vous autres, là, on n'a plus de ville. Une ville, ce n'est pas juste les structures. Je suis ingénieur de formation, ingénieur civil, à part de ça. Mais moi, j'ai toujours préféré investir dans les humains plutôt que dans le béton. Et oui, il faut investir dans le béton aussi. Mais les investissements puis dans l'aide que vous apportez à notre population, trop souvent les plus vulnérables, elle est absolument nécessaire et indispensable. Et on doit, c'est vraiment, pour chacun d'entre vous, puis je connais les difficultés, souvent, comme je vous ai dit, j'ai rencontré plusieurs des organismes de la CDC à la Commission de la gouvernance, puis je sais que Marc, des fois, il n'était pas toujours d'accord avec nos positions, mais on a senti toujours la bonne volonté, l'énergie, le désir de bien faire, mais vous n'avez pas toujours les moyens que vous méritez pour accomplir vos missions. Puis c'est là, moi, que je veux vous aider. Puis si on est capable d'investir des centaines de millions au centre-ville dans des projets souvent discutables, et je le répète, souvent discutables, on est capable d'aider nos organismes de façon adéquate. Puis moi, je vais le faire. Le mot de la fin est à vous, M. Boyer. Merci beaucoup. Écoutez, en termes de santé mentale, d'habitation, d'alimentation, évidemment, même si il y a beaucoup qui ne dépend pas forcément des municipalités, je pense qu'on a quand même réussi à faire beaucoup ces dernières années. D'ailleurs, je suis très contente de voir que mon collègue a souligné beaucoup des beaux avancées qu'on a faites dans les dernières années, que ce soit en habitation, que ce soit en logement social, que ce soit au niveau de l'urbanisme. Après 12 ans. Donc, je suis très heureux du travail qui a été fait. Une des choses, un de nos engagements, une de nos philosophies qu'on souhaite déployer davantage dans les prochaines années, c'est de voir comment est-ce que la Ville, on peut travailler davantage en partenariat avec les organismes. Souvent, quand on veut répondre à des enjeux comme municipalité, on a le réflexe de tout faire à l'interne avec nos propres employés. Une des choses que le mouvement Lavallois souhaite faire, c'est davantage de contrats de service, d'entente avec les organismes pour voir comment est-ce qu'on peut davantage vous utiliser pour offrir un service à la population. Je terminerai là-dessus, puis j'inviterai aussi mon collègue. Vous avez mentionné que pour vous, ce n'est pas juste le béton. Je note que dans votre plateforme électorale, on ne parle pas du tout d'habitation ni de développement social. J'espère quelque chose qui s'en vient bientôt, parce que je suis d'accord avec vous, par contre, que c'est quelque chose qui est vraiment important. Laval, si les citoyens ont les services qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des centaines d'organismes qui, jour et nuit, travaillent à les offrir. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui, tout le monde. Merci, M. Boyer. Il n'y a pas de réplique au mot de clôture, fait que vous avez reçu... Il n'y a pas de réplique parce que je voulais inviter M. le maire à lire notre programme quand on va le publier. En fait, vous faites le pont avec ce que j'allais dire à notre cher public. Invitez les gens autour de vous à aller lire les programmes et amener des gens voter le 2 novembre prochain. Les élections municipales, on a des taux de participation qui sont des fois un peu plus faibles que sur les autres paliers de gouvernement et c'est même pas toujours très glorieux sur les autres paliers de gouvernement. Donc, le 2 novembre prochain, c'est l'élection municipale. C'est important de tout faire notre part pour qu'on réussisse à remonter ces taux de participation. Et ça, pour amener des gens à voter, il faut les inviter aussi à lire les plateformes et les programmes. Donc, je veux remercier chaleureusement les deux candidats de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été présents. Bonne fin de campagne, tout le monde. Bon, ben, merci. Bravo, Stéphane. Merci beaucoup.